Bonjour, le cours qu'on va faire ce matin aura pour titre la représentation artistique. Nous sommes donc dans le domaine 4 du programme sénégalais de philosophie qui porte sur l'art, sur l'art. L'art est l'une des plus vieilles manifestations du génie créateur humain. Aussi longtemps que l'on remonte dans l'histoire, nous avons le témoignage de l'art. De ce point de vue-là, l'art est comme une constante dans toutes les civilisations humaines. Il n'y a pas d'homme sans art, il n'y a pas non plus d'art sans homme. C'est cet aspect de la culture humaine, l'art, qui constitue l'objet d'étude de l'esthétique, discipline que Hegel considérait comme étant un anneau nécessaire de la philosophie. Et l'esthétique, donc, va réfléchir sur la question de l'art. Mais qu'est-ce que l'art? À quoi peut servir une œuvre d'art? Nature et caractéristique de l'œuvre d'art. À défaut de dire exactement, avec précision donc, ce qu'est l'art, on peut au moins tenter d'indiquer ce qu'il n'est pas en le différenciant de la technique et également de l'artisanat. À propos de la technique, Frank Castell a écrit un texte magnifique, texte à travers lequel il montre les différences, ou bien si l'on veut, la connivence, la connexion qui peut exister entre l'art et la technique. Il écrit, je le cite, « Entre l'art et la technique, il ne s'agit donc pas d'une opposition ni d'une identification globale. Le conflit surgit lorsqu'on prétend soustraire au réel l'ordre de l'imaginaire. C'est dans la technique que se rencontrent l'art et les autres activités spécifiques de l'homme. Le domaine de l'art, ce n'est pas l'absolu, mais le possible. Par l'art, les sociétés rendent le monde un peu plus commode ou un peu plus puissant, et elles parviennent parfois à le soustraire aux règles de faire, de la matière ou aux lois sociales et divines pour le rendre momentanément un peu plus humain. Donc, il y a une relation entre la technique et l'art, mais il faudra quand même reconnaître qu'entre les deux, il y a une différence, comme il y a également une différence entre l'art et l'artisanat. La technique et l'artisanat sont utilitaires. Le potier, c'est un artisan, au même titre que le tisserand, et également le maçon, le cordonnier aussi. Mais l'art, quand on en parle, on fait allusion essentiellement aux beaux-arts. Et nous avons par exemple les arts plastiques. Les arts plastiques, la peinture, l'architecture et la sculpture. Nous avons les arts musicaux ou rythmiques, comme la poésie, la musique et la danse. Et l'art, donc, est désintéressé, ce qui n'est pas le cas de la technique et de l'artisanat qui sont utilitaires. Les produits artisanaux et techniques sont utilisés par l'homme pour régler des problèmes domestiques. Par exemple, la marmite, elle est confectionnée par le forgeron et cette marmite est utilisée pour cuisiner. Les chaussures par le cordonnier et les chaussures également, l'homme les porte pour se protéger des pieds. Donc nous voyons que les produits artisanaux sont utilitaires, comme d'ailleurs les produits techniques. Dans ce tableau-là, nous voyons qu'il y a un point de rencontre entre l'art et la technique, entre l'art également et l'artisanat. C'est que art, technique et artisanat sont des savoir-faire, sont des talents, mais ils diffèrent du fait que l'art et la technique sont utilitaires, alors que l'art est désintéressé. D'ailleurs, le terme d'art vient du latin ars, ars qui va évoluer pour donner artiste, et artiste est un talent, ce que nous retrouvons ici, donc un savoir-faire. Mais la différence avec les autres savoir-faire, c'est donc son aspect désintéressé. L'activité artistique se caractérise donc essentiellement par le beau. L'art se définit par le beau. Alors, Dostoïevski disait que la beauté est une énigme. Elle est effrayante parce qu'elle n'est pas définissable. Mais nous estimons que ces propos de Dostoïevski, quelque part, sont exagérés.
parce qu'il est quand même possible de définir la beauté. Les philosophes ont essayé de le faire, mais quand il dit que la beauté est effrayante, énigmatique, il montre là toute la difficulté à définir de manière précise, exacte, univoque la beauté. La beauté, on peut quand même la définir en convoquant Platon dans le banquet. Dans le banquet, Platon décrit comment, par la dialectique de l'amour, l'âme s'élève de la beauté des corps à la beauté spirituelle, de celle-ci à la beauté des sciences et de là enfin à la beauté éternelle, incréée, impérissable et qui n'a rien de sensible, mais qui existe absolument par elle-même et en elle-même et de laquelle participent toutes les autres beautés. Et dans Hippias majeur, Platon nous montre toute la difficulté à définir la beauté. La preuve, Socrate discute avec Hippias. Et la question qu'il pose à Hippias, c'est qu'est-ce que le beau? Et tout de go, Hippias répond en disant que le beau, c'est une belle jeune fille. Mais là, Socrate lui montre qu'il ne répond pas en fait à sa question, parce qu'il ne lui demande pas de dire ce qui est beau, mais ce qu'est le beau. Et le beau, comme nous venons de le montrer tout à l'heure, c'est une valeur qui est incréée, qui est intelligible, qui ne relève pas du sensible. D'autres auteurs, à la suite de Platon, ont tenté d'apporter des réponses à la question qu'est-ce que le beau? Et parmi ces auteurs-là, il y a Plotin qui est un néoplatonicien qui définissait le beau comme la forme qui domine la matière et lui impose sa propre unité. Hegel aussi nous a proposé une autre manière de voir le beau. Pour lui, le beau n'est rien d'autre que la manifestation sensible de l'idée. On aurait pu citer un autre philosophe allemand, Schopenhauer, mais on va s'intéresser essentiellement à Kant, qui définit la beauté par rapport aux catégories. Il donc définit le beau par rapport à la qualité, comme ce qui est l'objet d'une satisfaction désintéressée, par rapport à la quantité, comme ce qui plaît universellement et sans concept, par rapport à la relation, comme la forme de la finalité d'un objet perçu sans représentation de fin, puisqu'il est désintéressé. Enfin, du point de vue de la modalité, comme l'objet d'un jugement nécessaire, mais d'une nécessité purement subjective. Au fond, on peut dire que le beau, c'est une valeur normative, comme le bien l'est pour la morale, le vrai pour la logique. Et c'est par le beau que nous allons définir l'art, ce qui nous montre effectivement que l'œuvre d'art est essentiellement désintéressée. Mais comment l'artiste crée-t-il? Autrement dit, quels sont les procédés de création artistique? L'art, pour être, est-il obligé de tenir compte de la réalité? L'artiste, donc, pour créer, part-il de la réalité ou part-il du néant? Est-il obligé de prendre pour point de départ la réalité, soit pour l'imiter, soit pour la recréer? Et là, il y a un débat. Nous avons les naturalistes et les réalistes qui pensent que l'art est une copie fidèle de la réalité. Avec le naturalisme, il faudra retenir ceci. Pour eux, la nature est si belle et si claire que l'homme ne trouve rien de plus beau à inventer que ce qu'il voit. L'art est l'expression de la vie sous tous ses modes, tous ses degrés, et que son unique but est de reproduire la nature en l'amenant à son maximum de puissance et d'intensité. C'est la vérité s'équilibrant avec la science. Donc là, pour les naturalistes, l'art doit rester fidèle à la nature, ou bien, si l'on veut, à la réalité. Et cette thèse, nous la retrouvons également chez les réalistes, parmi lesquels on peut citer Ingres, qui disait ceci: dessine, imite, peint, fût-ce de la nature morte, l'art n'est jamais plus parfait
que lorsqu'on peut le prendre pour la nature elle-même. Et là, si nous observons ici ce tableau qui est là, le tableau de Léonard de Vinci, la Joconde, Léonard de Vinci donc, qui est né en 1452 et qui est mort en 1519, donc nous sommes au 15e, 16e siècle. Léonard de Vinci, pour peindre la Joconde, s'est inspiré d'une dame qui s'appelle Mona Lisa. Donc, son point de départ pour créer cette œuvre, c'est une réalité humaine existante, c'est un être humain qui se nomme Mona Lisa. La même chose peut être également dite de Salvador Dali. Salvador Dali, qui était pourtant un peintre réaliste et surréaliste, mais Dali, pour créer souvent ses œuvres, il s'inspirait d'une dame qui lui a servi de modèle, Gala. Gala a été la femme de Paul Éluard, elle a également été la femme de Max Ernst, et Salvador Dali l'aimait tellement qu'il lui a d'ailleurs dédié un poème magnifique. Il disait « J'aime Gala plus que ma mère, j'aime Gala plus que Picasso, j'aime Gala ». Il aimait même Gala plus que l'argent. Et c'est Gala qui lui servait souvent de modèle lorsqu'il devait créer des portraits, surtout des portraits de femmes. Donc là, l'artiste cherche à rester fidèle à la réalité. Mais observons ces deux tableaux. À gauche de votre écran, vous avez les chaussures qui ont été peintes par Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, 1853-1890, c'est un peintre néerlandais. Il est passé un jour près d'une poubelle et il y a remarqué la présence de chaussures. Les chaussures étaient vieilles et usées et on avait décrété qu'elles ne valaient pas un sou. Mais Vincent van Gogh refusa ce verdict et recréa ces chaussures qui de l'aide devinrent sublimes, magnifiques. Ce qui nous renseigne sur une chose, que là, l'art n'est pas une copie de la réalité, il est plutôt une recréation. L'artiste a recréé ces chaussures en les rendant immensément belles. À droite de votre écran, vous avez un autre tableau qui représente votre modeste serviteur. Je faisais un jour cours dans ma classe et l'une de mes élèves m'a donc dessiné sur cette feuille. Si nous considérons ce dessin comme une œuvre d'art, vous remarquerez que mes yeux n'apparaissent pas. Il y a au fond qu'une apparence que l'on perçoit, une apparence donc de votre serviteur, M. Diouf, mais beaucoup d'éléments qui constituent M. Diouf n'apparaissent pas. Ce qui veut dire que l'idée que la demoiselle se faisait de moi, c'est peut-être cette idée relative à mon apparence. Mais mes yeux ne l'intéressaient pas. Mes oreilles apparaissent à peine. La forme de mon visage, c'est vrai, apparaît, mais beaucoup de ces visages ne sont pas perceptibles à travers ce dessin. Ce qui nous ramène donc à cette idée que l'art n'est pas une copie de la nature, mais plutôt une recréation. Ce qui montre également que la nature n'est jamais copiée servilement sans recours à l'imagination de l'artiste. Et c'est cela que René Hug a compris pour dire que l'art est un point de rencontre entre l'homme et la nature. L'art surgit à mi-chemin de l'homme et de la nature. Si nous convoquons un autre auteur qui s'appelle Bacon, il s'inscrit dans cette logique en disant que l'art, c'est l'homme ajouté à la nature. Et que donc la nature ne peut pas être copiée de manière servile. Et on se demande même, est-ce qu'il y a un mérite à reprendre telle quelle la nature? Et Hegel semble dire non, lui qui pense que copier la nature est une occupation oiseuse, superflue et inutile. Hegel a publié un excellent ouvrage dont le titre est Esthétique. À la page 9-11, et voilà ce qu'il nous dit donc du rapport entre la nature et l'art. Plus précisément,
entre la beauté naturelle et la beauté artistique. Il écrit, je le cite, « D'après l'opinion courante, la beauté créée par l'art serait même bien au-dessus du beau naturel. Et le plus grand mérite de l'art consisterait à se rapprocher dans ses créations du beau naturel. S'il en était vraiment ainsi, l'esthétique comprise uniquement comme science du beau artistique laisserait en dehors de sa compétence une grande partie du domaine artistique. Mais nous croyons pouvoir affirmer, à l'encontre de cette manière de voir, que le beau artistique est supérieur au beau naturel parce qu'il est le produit de l'esprit. L'esprit étant supérieur à la nature, sa supériorité se communique également à ses produits et, par conséquent, à l'art. C'est pourquoi le beau artistique est supérieur au beau naturel. Tout ce qui vient de l'esprit est supérieur à ce qui existe dans la nature, et cela justement parce qu'elle participe de l'esprit et que le spirituel est supérieur au naturel. Ce qui veut dire que Hegel n'a pas tort de dire que l'occupation de la nature est oiseuse et superflue. Maintenant, il s'agit de voir que l'art est un langage. En tant que langage, il nous parle. Mais que dit-il? Et comment parle-t-il? Autrement dit, comment interpréter une œuvre d'art? Donc, l'interprétation de l'œuvre d'art. Nous allons examiner ici les différentes manières d'interpréter l'œuvre d'art et par la suite, nous verrons quelles sont les fonctions que l'on peut assigner à l'art. Pour Kant, l'art se réduit à une seule fonction. Disons, il n'y a qu'une seule fonction de l'art, elle est esthétique. Et pour Kant, il serait possible de s'adresser ici à une œuvre d'art en lui disant « sois belle et tais-toi ». Parce que l'art, de toute façon, est une finalité sans fin. Mais nous allons voir que cette manière de concevoir l'œuvre d'art, cette manière que l'on retrouve chez Kant, cette manière-là donc, on peut la critiquer dès lors que nous remarquons que l'art est quand même un langage. Et en tant que tel, il nous parle. Il nous livre pas mal d'enseignements. Il est de ce point de vue-là possible donc de l'interpréter. Et lorsque nous interprétons une œuvre d'art, nous faisons ce qu'on appelle la sémiologie de l'art. Et de par la sémiologie de l'art, nous remarquons que les couleurs, les formes et les sons sont des signes qui renvoient à quelque chose d'autre. Mais quoi donc? Freud nous aurait dit que l'art parle de choses qui sont intérieures à nous. Il considère l'artiste comme un névropathe, c'est-à-dire comme un névrosé, et lorsque l'artiste crée, il se projette dans son œuvre, et ce sont ces névroses qu'il exhibe, qu'il dévoile au grand public. Alors je cite donc Freud, page 79 de Ma vie et la psychanalyse, texte qu'il a publié, qui a été publié donc chez Gallimard. À la page 79 donc, voilà ce qu'il dit. L'artiste, comme le névropathe, s'était retiré loin de la réalité insatisfaisante dans ce monde imaginaire. Mais à l'inverse du névropathe, il s'entendait à trouver le chemin du retour et à reprendre pied dans la réalité. Ces créations, les œuvres d'art, étaient les satisfactions imaginaires de désirs inconscients. Là, fin de citation, là, ce que Freud nous montre, c'est la relation, le lien qui existe entre la création artistique et les névroses de l'artiste qui se trouvent logés dans son inconscient. Donc, ce sont ces névroses-là qu'il exhibe, qu'il dévoile, ce qui montre que l'œuvre d'art, de ce point de vue, peut avoir une fonction cathartique. Lorsque je crée, je me libère. Lorsque je crée, je me soulage
d'une certaine manière, de problèmes qui m'assaillent, qui m'accablent. Donc, l'œuvre d'art, là, a une fonction psychanalytique, une fonction cathartique. Nous disions tout à l'heure qu'il est possible de faire la sémiologie donc de l'art. Voilà, là je vous prie de jeter un coup d'œil sur ce tableau de Pablo Picasso, La colombe de l'avenir. Il est question d'une colombe qui prend son envol à partir d'armes. D'armes, à partir donc d'épées, disons un ensemble d'armes. Et ces armes-là, si on les regarde très bien, c'est des armes qui sont brisées. Et par-delà la colombe, nous avons un soleil. Ce soleil-là, il signifie, ces armes également brisées par l'envol de la colombe signifient aussi. C'est une manière d'exprimer tout son espoir dans l'avenir. Et cette colombe-là s'est envolée, en fait, pour délivrer un message de paix et un message également d'espoir. Ce qui veut dire qu'une œuvre d'art n'est jamais muette, une œuvre d'art est toujours au service d'une cause. Une œuvre d'art peut remplir diverses fonctions et les exemples sont nombreux. On peut parler de la fonction magico-religieuse, on peut parler de la fonction politique, on peut parler de la fonction sociale, on peut également parler de la fonction symbolique, par exemple. Si nous prenons la fonction magico-religieuse, je voudrais vous inviter à faire attention à un texte qui a été écrit par Marcel Griol. Le texte, c'est Dieudo. Et quand Marcel Griol est venu dans le pays d'Ogotomeli, le pays d'Ogon, eh bien, il avait comme interlocuteur privilégié ce sage d'Ogon qui s'appelle donc Ogotomeli. Et Ogotomeli lui disait que chez les Dogons, les morts sont impurs. Les morts meurent de soif et les morts reviennent. Et quand les morts reviennent, c'est pour boire l'eau et le sang des vivants. Il faudra donc que les vivants fassent quelque chose. Il faut communier avec les morts, discuter avec eux, les supplier de ne pas revenir perturber la tranquillité des vivants. Alors pour cela, il faut porter des masques. Et lorsque l'initié Dogon porte le masque, il répudie sa personnalité humaine pour devenir un esprit. Et le masque, en fait, lui confère une énergie que les Dogons appellent le Nyama. Et c'est par cette énergie que l'initié porteur du masque devient capable de communier avec les morts, de communiquer avec eux, parce que les morts, ils parlent. Et le langage des morts, les Dogons l'appellent le Sigi. Ce qui nous renseigne, ce qui nous fournit ici une information précieuse, que le masque a essentiellement une fonction magico-religieuse. Il est utilisé lors de ces cérémonies funéraires, lors de ces rites funéraires. Donc, le masque Dogon remplit une fonction magico-religieuse dans les rites funéraires. On aurait pu parler du masque Yoruba. Le masque Yoruba joue une importance capitale dans les rites de fécondité et le masque Bambara a un rôle à jouer dans les rites agraires. Et cela nous amène à parler d'un fameux texte de Senghor. Quand le poète Senghor est entré dans un musée, il y a vu la présence d'un masque et ça l'a désolé. Il s'est mis à implorer le masque en disant « Masque, ô masque, masque des quatre coins d'où souffle l'esprit, et je vous salue dans le silence. » Le rôle que le masque doit jouer en Afrique, eh bien, c'est un rôle qui lui confère une existence sacrée. Le masque, il est sacré. Le masque, on le vénère. Le masque, on le craint. Et tout le monde ne doit pas le voir. C'est pourquoi, d'ailleurs, chez les Dogons, une fois la cérémonie funéraire terminée, le masque est soustrait du regard pour être gardé quelque part. Parce qu'il faut protéger le masque contre la profanation. Or, une œuvre d'art, en principe, elle est faite pour être contemplée.
Nous avons parlé aussi de la fonction symbolique. Si nous regardons un peu l'art africain, qui porte par exemple sur la sculpture d'une dame, d'une femme. Donc il est question là d'une statuette dont la référence est une femme. Souvent, cette statuette est présentée d'une manière particulière. La femme, elle a le ventre ballonné et le regard altier. Sinon, elle a les mains posées sur le ventre, ce qui est un symbole, ce qui veut dire qu'en Afrique, une femme n'est véritablement femme que lorsqu'elle est féconde. Une femme qui n'est pas féconde ne peut pas être considérée comme telle. Et c'est d'ailleurs ce problème-là qui est posé par Amadou Kourouman dans Le Soleil des Indépendances avec l'histoire de Fama Doumbia qui avait une épouse dont le nom était Salimata. Fama Doumbia souffrait parce qu'il croyait que cette femme était moins qu'une femme ne pouvant pas enfanter. Mais on s'est rendu compte que par la suite, le stérile, celui qui était infécond, c'était Fama Doumbia lui-même. Mais que Salimata, eh bien, dans un second mariage, elle va procréer, elle va donc, comme on dit en Afrique, elle va avoir de l'ombre. Alors que Fama Doumbia, on dirait que les dieux, les esprits s'acharnaient sur lui. Non seulement il n'aura pas d'enfant, et il sera dévoré à la fin par les caïmans sacrés. Ce qui veut dire qu'en Afrique, cette idée de fécondité est extrêmement importante et une femme véritable, elle l'est parce qu'elle est féconde. Et dans la manière de représenter une femme, on constate que souvent ses mains donc sont posées sur le ventre, le regard altier, ce qui est l'expression de la fierté de pouvoir enfin enfanter et d'être une femme accomplie. Nous avons d'autres fonctions, nous avons la fonction subversive. Cette fonction subversive, on peut la déceler à travers, par exemple, la poésie de Césaire, comme dans Cahiers d'un retour au pays natal et dans également le discours sur le colonialisme. Dans Cahiers d'un retour au pays natal, le poète Césaire se propose d'être le porte-parole des Antilles qui ont faim, des Antilles dynamitées d'alcool. Il est omnibulé par le départ. Césaire, il veut partir aux Antilles, quitter la métropole, rentrer au pays, aller secouer cette foule criarde si étonnamment passé à côté de son vrai cri. Il parle d'Antilles dynamitées d'alcool, donc il veut être le porte-parole des Antillais qui n'ont peut-être pas de voix. Il veut les réveiller, il veut les secouer. Et il dit, allez dans cette ville inerte, secouer cette foule criarde si étonnamment passé à côté de son vrai cri. Nous décelons là une certaine fonction subversive. D'ailleurs, dans cet ouvrage de Césaire, Césaire a tellement parlé que finalement, il ne pouvait plus parler. Il se mettait à crier. Il disait Wumroho. Parfois, il disait Eya. Ça, Césaire, à travers le discours sur le colonialisme, également exprime une certaine révolte de voir ce que disent les Blancs pour justifier la colonisation. Il disait que colonisation est égale à civilisation. Césaire montre dans le discours sur le colonialisme que c'est le contraire, colonisation est égale à chosification. Et qu'il est impossible de civiliser quelqu'un dont Léo Frobenius disait qu'il est civilisé jusqu'à la moindre des eaux. La poésie de Césaire, c'est une poésie donc qui dénonce la manière dont le noir a été traité, qui dénonce la manière dont les colonies également ont été traitées, qui dénonce également le fait que des Noirs refusent d'agir, donc il se propose d'être le porte-parole de ces gens qui ont faim, le porte-parole donc de ces gens qui refusent de parler. Ce qui veut dire que l'œuvre d'art peut avoir une fonction subversive. Cette fonction subversive est encore remarquée, on peut la noter à travers la musique. Si nous prenons le reggae,
par exemple, musique que presque tous les apprenants connaissent, Bob Marley avait fait un disque dont le titre est Uprising. Et Uprising veut dire soulèvement. Et avec son compagnon Peter Tosh, il a fait une chanson à travers laquelle il disait Get up, stand up, don't give up the fight. Et un autre musicien de reggae, Bonnie Spear, il faut interroger même le nom, Bonnie Spear, ça vient de l'anglais lance enflammée, ce qui est l'expression également de la subversion. Donc, tout cela attire notre attention sur le fait qu'une œuvre d'art n'est jamais muette. Une œuvre d'art peut remplir diverses fonctions. Nous avons parlé de la fonction magico-religieuse, de la fonction cathartique, de la fonction symbolique, et nous avons également évoqué la fonction sociale. En parlant de la fonction sociale, j'ai pensé à une œuvre musicale qui a été composée par Baaba Maal. Il a fait un disque dont le titre est Mi Yeew Mi. Alors, toutes les chansons, il les a faites, mais il y en a une qu'il ne peut pas faire, parce que Baaba Maal n'est pas Gawlo, et c'est son ami Mansour Seck qui va l'exécuter. C'est du Yela, vous savez, le Yela, c'est une musique proprement Gawlo chez les Pulaars, alors que Baaba Maal, il est pêcheur, il est Tchoubalo. Chez les Pulaars, derrière l'œuvre musicale, il faut voir le groupe social. Il y a des musiques que peuvent faire les pêcheurs, les Soubalbés, mais il y en a que les pêcheurs ne peuvent pas faire, et parmi celles-là, nous avons cité cette musique-là, le Yela, ce qui nous montre qu'une œuvre d'art peut avoir une fonction sociale. Mais par-delà la fonction sociale, il y a une fonction essentielle dans l'art, c'est la fonction de communication. L'œuvre d'art participe à la communication sans laquelle il n'y a pas de société possible. Elle transmet le savoir, les traditions, les croyances, les valeurs dans lesquelles telle ou telle société se reconnaît. Par là, donc, l'œuvre remplit une fonction pédagogique, en particulier quand elle est utilisée dans les cérémonies d'initiation dont nous avons parlé tout à l'heure avec les Dogons et les Yoruba. Finalement, on peut donc se rendre compte de tout ce que nous avons dit en écoutant quelques œuvres musicales, lesquelles œuvres nous montrent plusieurs fonctions de l'œuvre d'art, fonction pédagogique, fonction politique, fonction sociale, etc. Je voudrais par exemple vous inviter à écouter un morceau d'un grand musicien sénégalais qui vit à l'étranger, qui s'appelle Wassis Diop, et qui a composé une excellente chanson, Samba le Berger. À travers Samba le Berger, il se met à dénoncer le mauvais traitement des immigrés en France. Des immigrés à qui on demande à tout bout de champ de montrer sa carte, sinon c'est le rapatriement immédiat, alors que ces immigrés, leurs ancêtres, ont participé à la libération de la France. D'ailleurs, la musique est révélatrice, c'est une marche, donc une musique militaire, par laquelle musique le poète, chanteur, musicien, Wassis Diop, nous replonge dans l'atmosphère, dans l'ambiance des tirailleurs sénégalais et nous rappelle du même coup le rôle que ces derniers ont joué dans la libération de la France. Je voudrais aussi vous amener à écouter une chanson composée par deux jeunes musiciens, Pape Cheikh. Le morceau s'appelle Ndoumbelane. Ndoumbelane, au fond, c'est la jungle dont parle Senghor dans ce livre qu'il a écrit avec Abdoulaye Sadji, L'Aigle de Lièvre. Alors, Ndoumbelane, c'est le monde animal, mais Ndoumbelane, ici, à travers la chanson, décrit la société humaine. Cette société humaine est devenue comme une jungle, où le sens de l'honneur est considéré comme un handicap, où la faiblesse également est considérée comme une culpabilité. Ils disent en wolof, néew doole tooñ la,
Ngor Lawala. C'est ce qui se passe à Nouméla. Donc, là, nous avons une œuvre qui dénonce ce qui nous rappelle la fonction subversive. Toujours par rapport à la musique, on peut aussi prêter attention à un excellent morceau de Souleymane Faye qu'il avait composé quand il était avec le groupe Khalam. Le morceau s'appelle Nitoutei. À travers Nitoutei, il nous montre que la société dans laquelle nous sommes est une société de comédie, où on ne sait plus qui est qui, où on fait une confusion de genre. Il dit fit ak doole ak kattan dama leen di jaawale ba tey. Et il ajoute li ma doon ak ki ma doon ak li may niru dama leen di jaawale ba tey. Autrement dit, ce que je suis, ce que je fais et ce à quoi je ressemble, je fais toujours la confusion. Je ne parviens pas à les distinguer. Donc, au fond, il montre toute la difficulté à déterminer ce qu'est l'homme. Et s'il est difficile de déterminer ce qu'est l'homme, c'est qu'il est changeant, il est, comme qui dirait, un comédien, ce qui me fait un peu penser à Sartre, quand il dit que tant que l'homme n'est pas mort, on ne peut jamais dire exactement ce qu'il est. Parce que tous les jours, il se fait. L'homme, il est un projet, il est une intentionnalité, il est l'ensemble de ses actes, la somme de ses possibilités. Et tous les jours, il est appelé à s'inventer. Cet homme est tellement changeant qu'il est difficile donc, dit le musicien, difficile de l'identifier. Finalement, on peut donc dire qu'une œuvre d'art n'est pas muette et qu'on ne pourrait pas rigoureusement s'adresser ainsi à une œuvre d'art en lui disant « sois belle et tais-toi ». On ne peut pas donc, de ce point de vue, bien disons, nous avons toutes les peines du monde à nous accorder avec Kant lorsqu'il disait que l'œuvre d'art est une finalité sans fin, ce qui semble réduire cette œuvre à une fonction exclusive qui est la fonction esthétique. Alors, je vous remercie de votre